Je vais parler de la maladie de Kawasaki. Dans cette étude multicentrique, je parle au nom du groupe d'études des maladies rhumatismales et systémiques pédiatriques, le GMRSP. Je commence par remercier tous les gens qui ont participé à ce travail, de loin ou de près, pour l'élaboration donc, de ces résultats-là. Un clin d'œil pour nos jeunes, pour nos moins jeunes et pour les chefs de service de tous les services qui ont participé. En introduction, cette maladie ancienne, nouvelle, elle est bien connue par les pédiatres. Elle est connue pour son pronostic coronaire, donc cardiaque. Et le clinicien, il a un problème parce qu'il n'y a pas de test diagnostique. Il est entre le surdiagnostic et donc une hyperconsommation de traitements qui sont coûteux et le sous-diagnostic et donc courir le risque d'anévrisme coronaire pour son malade. En Tunisie, on ne connaît pas l'incidence ni la prévalence. Le problème, il y a urgence diagnostique d'une part et d'autre part, le traitement, il est très coûteux. Et cette maladie, il y a un regain d'intérêt après la déclaration de la pandémie Covid. Et vous avez eu hier un avant-goût avec la présentation de Dr Aïda Bourgi avec le volet le plus grave donc, de l'association de cette maladie avec le syndrome systémique multi-inflammatoire. Juste pour information, en 2019, on a eu 10 maladies de Kawasaki. En 2018, on a eu 18 cas. Et cette année, de septembre jusqu'à hier, on a eu 23 cas de maladies de Kawasaki dans les 9 malades qui ont été hospitalisés en réanimation. Donc, cette étude multicentrique, son but, c'était tout simplement de faire un état des lieux déjà, étudier les particularités cliniques et paracliniques et préciser les modalités thérapeutiques sans s'acharner particulièrement sur les aspects cardiologiques de la prise en charge quand il y a une atteinte cardiaque. Donc, cette étude s'étend sur les 10 dernières années. Elle est faite dans les services universitaires. Et on s'est proposé d'étudier 136 variables pratiquement qui intéressent les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs et les modalités thérapeutiques. C'est une étude qui sera essentiellement descriptive. On a analysé les petits éléments qui nous gênaient dans nos résultats. Donc, cette étude, pour les critères d'inclusion, on a reposé sur les diagnostics portés au sein des services. Tout enfant qui a été suivi et traité comme maladie de Kawasaki par l'équipe soignante a été retenu pour savoir justement s'il y a des insuffisances ou il y a les bons côtés aussi pour les rapporter. Bien sûr, après avoir éliminé tous les autres diagnostics différentiels. Pour les critères de non-inclusion, c'est tous les dossiers non exploitables. Sinon, ceux qui en reculent de moins de 6 semaines, on s'est proposé initialement de les enlever de cette étude, mais au fur et à mesure des résultats, on s'est rendu compte que presque la moitié n'ont pas ce recul. Et donc, en fin de compte, on a retenu tout le monde, quel que soit le recul, au moins pour savoir des études épidémiologiques sur le nombre. Sur la définition des formes cliniques, la forme complète et incomplète, elles sont connues par les cliniciens, un peu moins les formes atypiques qui correspondent au fait à la maladie de Kawasaki, mais avec des symptômes soit inhabituels, soit habituels d'intensité ou d'expression inhabituelle, tout simplement, pour classer les formes après. Pour ce qui est des résultats, 14 services universitaires ont participé. Les services ont reçu entre 1 cas par an et 4 cas par an au maximum. Bien sûr, on a vu un peu moins, un peu plus, selon les années pour tous les services. Le tiers des malades, ils sont gérés à l'hôpital d'enfants de Tunis et 60% sont gérés par le Grand Tunis. Sur cette carte où il y a tous les gouvernorats, donc les enfants provenaient de tous les gouvernorats pratiquement, mais vous voyez là, prix d'élection bien évidemment, Tunis, la capitale du Nord, Sfax, la capitale du Sud, et puis le centre. Ça n'a pas de rapport avec la fréquence, on pense, de la maladie, c'est tout simplement une concentration de l'habitation sur le littoral, dans ces grandes villes, et l'accès aux soins peut-être plus facile dans ces régions-là. Sur le plan épidémiologique, donc l'âge de ces enfants-là était en moyenne presque de 3 ans et 2 mois, et avec des extrêmes allant de 3 mois jusqu'à 13 ans. Et on va revenir aux malades qui avaient donc 13 ans.
il y a une petite prédominance masculine. Pour la répartition selon la catégorie de l'âge, c'est les enfants qui sont âgés de entre 1 et 5 ans qui prédominaient. Puis après, les moins de 1 an quand même, pratiquement 18%, donc presque un enfant sur 5 ou un enfant sur 6 était âgé de moins de 1 an et très peu qui sont âgés au-delà de 8 ans. Et c'est les aspects d'une maladie de Kawasaki classique. Sur le plan épidémiologique, là, on a une répartition selon l'année des cas. Et vous voyez qu'on est parti pratiquement de 25 cas à peu près, donc en 2010, pour arriver à peu près à 35 cas donc en 2019. C'est vu dans toutes les séries du monde. Il y a une augmentation annuelle des cas de maladie de Kawasaki de par le monde. On a eu un pic en 2017. La répartition selon le mois d'hospitalisation, on voit qu'on voit un peu plus de malades en saison printanière. Entre février et mai, c'est le maximum de malades qui sont vus. On n'a pas un pic automnal comme d'habitude dans d'autres pays du Nord. Pour ce qui est des antécédents familiaux, la consanguinité n'est pas plus élevée que dans la population générale. Il y a eu 2 familles atteintes de maladie de Kawasaki. Et dans les antécédents personnels, on a noté quelques comorbidités classiques, dont 8 enfants asthmatiques et des enfants qui avaient des convulsions, des crises fébriles. Alors, on sait, pour ce qui est du symptôme fièvre, on s'est intéressé au délai de consultation par rapport au début de la fièvre. Il est de 4 jours avec des extrêmes qui vont de 0 à 30 jours, alors que le délai entre l'hospitalisation et la fièvre, il est de 7 jours. Donc il y a 3 jours sur lesquels je crois qu'on peut un petit peu faire plus d'efforts. Le délai entre le diagnostic et le début de la fièvre, il est de 8 jours. C'est pour dire qu'il y a 24 heures aussi, pas après que l'enfant soit hospitalisés. Ces délais-là sont artificiellement, anormalement longs parce que c'est majoré par 3 ou 4 malades qui ont un délai et d'hospitalisation et de consultation qui sont longs, 31 jours pour un enfant et 39 jours pour l'autre. La température maximale a été de 40 et allant au maximum jusqu'à 42 degrés. Et par contre, ce qui nous a intrigués, c'est que le nombre de patients qui avaient une fièvre qui évoluait déjà depuis plus de 10 jours, au moment de l'hospitalisation, c'est 45 cas, c'est 15,2%, c'est entre un enfant sur 6 et un enfant sur 7. Et c'est un résultat qui nous a surpris. Pour ce qui est des critères, donc ces malades répondaient aux critères majeurs. Bien sûr, 100% la fièvre, elle est représentée. Sinon, après la fièvre, c'est essentiellement l'atteinte bucco-pharyngée. L'exanthème vient en 3e lieu. Puis après, l'adénopathie vient avec l'atteinte des extrémités avec la même fréquence. La conjonctivite était le signe qui manquait le plus, il se voyait chez la moitié des enfants. Donc l'atteinte bucco-pharyngée, c'est la kéylite qui est prédominée par rapport aux autres signes. L'atteinte cutanée, donc l'exanthème, on a eu essentiellement surtout des enfants qui avaient un aspect de maculopapuleux. En 2e lieu, un aspect d'éruption polymorphe, il y avait un peu de tout et un peu moins morbilliforme et l'atteinte aussi scarlatiniforme, c'était beaucoup moins fréquent. La desquamation du périnée a intéressé 20% des enfants et elle remplaçait le critère majeur, l'exanthème, quand il n'y était pas. Les critères mineurs sont représentés essentiellement en prédominance par l'atteinte digestive qui a constitué, donc l'atteinte digestive, elle était la plus représentée et c'était essentiellement, ce type d'atteinte digestive, c'était essentiellement les vomissements, les douleurs abdominales en 2e intention et puis après, les autres signes sont beaucoup moins importants. Alors, ceci pour l'atteinte digestive et les douleurs abdominales ont parfois simulé un abdomen chirurgical. La deuxième
atteinte sur le plan fréquence était une atteinte rénale, mais qui était sans gravité. Il y avait essentiellement la leucocyturie aseptique et 4 enfants avaient une insuffisance rénale transitoire avec un maximum de créate pour un nourrisson de 95 et donc elle n'a pas nécessité beaucoup de moyens. L'atteinte hépatique était fréquente, en particulier la cytolyse, mais elle n'était pas très significative. Donc il y avait 45 cas d'enfants qui avaient une cytolyse, mais elle était significative supérieure à 3 fois la normale que chez 10% des enfants. Et chez un enfant, la cytolyse était très importante. Là, il y avait aussi l'ictère, l'hépatomégalie dans 6 cas et associée à une splénomégalie dans un cas uniquement. Sinon, les hydrocolésistes ont intéressé 6 enfants. Dans l'enfant qui avait une forme atypique, le grand enfant âgé de 13 ans, il s'est présenté avec une éruption fébrile, un abdomen pseudo-chirurgical, et c'est un enfant qui a mis 39 jours pour que le diagnostic soit fait, parce qu'il n'a pas fait d'autres critères, et il n'avait que l'hydrocolécyste avec l'éruption fébrile. Et enfin, c'est une deuxième écho cardiaque qui a révélé une dilatation d'anévrisme coronaire, donc une dilatation sous forme d'anévrisme coronaire. L'atteinte neurologique a été la moins présente et consistait essentiellement en des céphalées pour 15 cas, sinon des méningites aseptiques. Et les convulsions, c'était les convulsions dans un contexte fébrile. Par contre, il y avait 2 enfants qui avaient des troubles de la conscience. Ces enfants-là, l'un d'eux correspondait au fait à un enfant qui a un anévrisme coronaire, un anévrisme au niveau cérébral qui était responsable d'un accident vasculaire. Pour ce qui est des diagnostics des formes cliniques, le maximum, les 70%, étaient des formes classiques. Et à peu près le quart correspondait à un Kawasaki partiel. Par contre, les formes atypiques ou non classiques, c'était à peine 11 cas et donc 4% des cas. Ces formes atypiques, au fait, selon le médecin, la classification, on a mis les hydrocolésistes et il y avait aussi les enfants qui avaient essentiellement, en plus de l'hydrocolécyste, les enfants qui avaient les ictères. Donc, il y avait les enfants ictériques et les méningites aseptiques. J'aurais classé les formes neurologiques autres aussi, avec troubles de la conscience, plutôt dans ces formes atypiques. C'est la seule chose sur laquelle on n'est pas tellement d'accord sur cette classification retenue par le clinicien qui a géré le malade. Donc, pour ce qui est des données biologiques, le syndrome inflammatoire était très intense avec une moyenne de VS à 83, une moyenne de CRP à 100 et des globules blancs en moyenne à 15 000. Les transaminases, la moyenne était normale. Il y avait à peine 4 enfants qui avaient une cytolyse très importante et chez l'un, la cytolyse était de 1020 pour les azates et 980 pour les alates. Et c'est un enfant qui avait des sérologies virales négatives, donc on a retenu une atteinte dans le cadre de la maladie de Kawasaki. Par contre, pour l'atteinte rénale, on a parlé déjà des 2 enfants qui avaient la note d'insuffisance rénale. On s'est intéressé aux enfants qui n'avaient pas de syndrome inflammatoire. Tous les autres avaient un syndrome inflammatoire au moins de critères, sinon plus, tous les critères du syndrome inflammatoire. Pour ceux qui n'avaient pas de syndrome inflammatoire avec une VS inférieure à 40 et une CRP inférieure à 30, il y avait 8 cas qui avaient des dilatations coronaires et 8 cas qui avaient présenté une dyscoamation typique. C'est pour dire qu'a posteriori, c'est des maladies qui correspondaient bien aux critères de l'Association américaine de cardiologie pour la maladie de Kawasaki. Concernant le type de l'atteinte cardiaque, elle a été donc présente dans 76 cas en tout et pour tout, c'est-à-dire quel que soit le délai d'apparition, c'est 76 enfants qui ont eu l'atteinte cardiaque. Donc l'atteinte cardiaque initiale, elle comportait les dilatations coronaires, c'est 55 enfants qui ont été constatés à un moment quelconque,
Et il y avait l'hyperéchonicité des parois coronaires, le quart à peu près, et les autres, il y avait 7 péricardites, 9 des enfants qui ont une insuffisance mitrale, et un enfant avait une myocardite, et ça nous a gêné le nombre de myocardites, si peu important, alors que c'est rapporté que c'est l'atteinte initiale, donc parmi les atteintes initiales, qui est la plus fréquente. 30 cas parmi les dilatations coronaires qui sont décrites correspondaient à des dilatations anévrismales, donc à des anévrismes coronaires. Le nombre total des anévrismes coronaires était de 38 enfants parce que 8 sont apparus au cours de l'évolution, alors qu'initialement, c'était des dilatations qui ne sont pas décrites comme des anévrismes coronaires. Les explorations des anévrismes, on ne disposait pas beaucoup parce que c'est des enfants qui suivaient plutôt en cardiologie. Donc, il y avait des enfants qui ont été explorés par un coronaroscan chez 2, angio-TDM thoracique pour 2 enfants, un cathétérisme cardiaque et une angiodilatation. Un enfant a bénéficié d'une angiodilatation de la coronaire droite. Ces anévrismes coronariens, c'est un pourcentage qui est important, 38 cas, c'est 12,8%, alors que dans les séries récentes pour les enfants qui sont traités avant 10 jours d'évolution, c'est un pourcentage qui est entre 3 et 4%. Ces anévrismes siégeaient sur la coronaire droite dans 22 cas et coronaire gauche dans 18 cas. Ils étaient uniques dans 29 cas et multiples dans 11 cas. Un enfant avait 8 anévrismes coronaires, 8 anévrismes en tout et pour tout, dont 2 étaient axillaires, bilatéraux, donc axillaires, chacun un de chaque côté. C'était un malade âgé de 4 mois et qui a été géré par l'équipe de l'hôpital Benarous. Cet enfant-là, on a un recul à peine pour lui de 48 jours. Il était sorti sous anticoagulant et revu après 48 jours, il allait bien et on n'a pas de recul après pour ce malade-là, celui qui a le maximum d'anévrismes. Ces anévrismes, ils étaient de taille variable, ils étaient géants uniquement chez le malade qui avait les 8 anévrismes à la fois. Le maximum, c'était 12 mm pour lui. Il y avait 2 qui étaient géants. Alors, on a essayé dans une petite étude analytique de comparer les moins de 12 mois par rapport aux plus âgés, donc âgés de plus de 1 an ou plus, et on n'a pas trouvé de différence significative concernant le délai entre la fièvre et la consultation, le délai de la fièvre et l'hospitalisation, le délai de la fièvre et le diagnostic, concernant la présence ou non de l'atteinte cardiaque sur le plan clinique, les anévrismes cardiaques, leur présence ou non, l'irrégularité des anévrismes, les paramètres de l'inflammation. Par contre, il y avait une corrélation avec l'ASI score qui est plus élevé chez les moins de 12 mois et c'est classique qu'un ASI qui est élevé, c'est en faveur d'un risque supplémentaire de l'atteinte coronaire. On a essayé de voir aussi s'il y a une corrélation entre la forme de la maladie de Kawasaki et la fièvre, en particulier entre la durée totale et surtout entre le délai entre la fièvre et le diagnostic. Et on a trouvé qu'il y a une différence significative entre les 3 groupes. Sur le plan durée totale de la fièvre déjà, elle était la plus élevée chez les Kawasaki atypiques de 15 jours en moyenne, plus élevée aussi que le syndrome de Kawasaki partiel, et elle était de 11 jours, et plus élevée que dans le Kawasaki classique, donc avec une différence qui est significative. Le délai entre la fièvre et le diagnostic aussi, on a trouvé cette signification aussi. Donc le délai était de 12 jours pour l'atypique, il était de 9 jours pour le syndrome de Kawasaki partiel et de 8 jours,2 pour le Kawasaki classique. Dans une analyse univariée aussi pour le risque coronaire, on a comparé ceux qui avaient fait des anévrismes par rapport à ceux qui n'en ont pas fait. Il n'y avait pas de différence significative ni pour le sexe, l'âge, le délai de la fièvre par rapport au diagnostic, même au-delà de 10 jours, l'hyperplaquétose, le syndrome inflammatoire
et le score d'Azaï quand il est supérieur à 3. Par contre, il y avait juste une corrélation, donc c'est le score d'Azaï qui est élevé, qui est prédisposé aux anévrismes coronaires avec un P égal à 0,05, donc la limite de la signification. Dans l'analyse multivariée, ça ne se confirme pas, puisque le score d'Azaï, l'odds ratio avec était de 1,28, mais cependant, le P n'est pas du tout significatif, et c'est aussi valable pour les autres variables qu'on a étudiées. Pour ce qu'on est des données thérapeutiques, l'acide acétylsalicylique a été donc le traitement préconisé qui a été prescrit chez tout le monde. La durée en moyenne, elle était de 19 jours avec des extrêmes de 0 à 210 jours. Et chez le malade qui a été traité pendant une longue période, on a trouvé le motif, c'était la persistance d'un syndrome inflammatoire. Alors qu'il n'avait pas de fièvre, il n'a pas reçu d'autres thérapeutiques alternatives. Pour ce qui est de la dose antiagrégante, la durée moyenne était de 78 jours et le maximum, l'enfant qui a le recul le plus important, c'est de 5 ans et quelques. C'est un enfant qui a un anévrisme qui s'est stabilisé mais qui persiste jusqu'à l'âge de 5 ans. Les vénoglobulines, tous les enfants ont reçu les vénoglobulines en une cure de 2 grammes kilo ou de cure de 1 gramme kilo jour. Cependant, 17 n'en ont pas reçu et on ne trouve pas le motif sur le dossier, mais on a compris a posteriori que c'est les enfants qui sont venus en retard parce que c'était une attitude qui était préconisée auparavant pour les enfants qui viennent après un délai de 10 jours. Dans les recommandations actuelles, même qui viennent en retard, on ne peut peut-être pas éviter le risque d'anévrisme coronaire, on peut peut-être éviter la gravité et donc c'est préconisé de traiter même les enfants qui viennent tardivement. La corticothérapie a été donnée chez 10 enfants avec des protocoles variables. Donc pour les immunoglobulines, les 252 cas qui ont été traités, il y en a 180 sur 183 enfants qu'on a pu donc évaluer sur les dossiers, il y avait 41 qui répondaient à résistance aux vénoglobulines. 38 parce que la fièvre était persistante et pour 3, la fièvre est apparue secondairement. Les 69 autres, à part les 183, on n'a pas pu cerner le délai d'apérixie avec exactitude parce que ça se calcule par rapport à la fin de la cure de vénoglobuline et ce n'est pas toujours consigné exactement. Donc, à quelques heures près, on ne pouvait pas être sûr, mais de toute façon, pour nous, c'est plutôt des répondeurs, puisque c'est des enfants qui sont devenus apéritiques de toutes les façons et qui n'ont pas reçu d'autres traitements, ils n'ont pas reçu d'autres traitements. Donc, cette résistance aux vénoglobulines, si on va rajouter ces 69 hypothétiques, cette résistance va passer jusqu'à 22%. Dans la littérature, elle varie de 10 à 20%. On est à peu près dans les normes, donc on ne voit pas plus de formes graves que les autres. Donc, les 25 malades sur 41 qui sont résistants ont reçu une deuxième cure de vénoglobuline. Il n'y a que donc 25 qui en ont reçu, alors que les autres ont reçu plutôt la corticothérapie pour 10 malades. Pour les autres, ce n'est pas précisé, sinon aucun enfant n'a reçu une biothérapie. Concernant l'évolution à moyen et à long terme, il n'y a pas eu de décès dans les limites du suivi de cette série. La disparition du syndrome inflammatoire, c'est au bout de 30 jours et jusqu'à 211 jours comme extrême. Le recul de suivi global, il est de 30 jours. Et l'arrêt du suivi a été préconisé par le médecin. Donc, à 6 semaines, à cause, justement, donc ça a été préconisé à 6 semaines parce qu'il n'y a toujours pas d'atteinte cardiaque entre 6 et 8 semaines. Et ces enfants-là étaient au nombre de 150 sur les 219. Et c'est pour ça que ces malades-là, en fin de compte, les autres qui ont échappé et n'ont pas de recul, on les a inclus au moins pour l'étude épidémiologique, donc sur le plan âge et critères cliniques. Pour ce qui est de la disparition des anomalies cardiaques, 56 ont disparu chez 56 malades
on a eu la disparition des atteintes cardiaques. Les persistantes, vraiment, il y en a 20 patients. Et bien sûr, un patient peut avoir plus d'une atteinte cardiaque. Donc 20 patients ont gardé quand même leur atteinte. 15 étaient améliorés et 17 étaient tout simplement stabilisés. Donc, en conclusion, la maladie de Kawasaki en Tunisie semble peu fréquente, mais c'est une évaluation à faire dans les secteurs aussi privés et dans les hôpitaux régionaux. Peut-être, mais certainement, de plus en plus, il y a des malades de toute façon qui sont traités dans le secteur privé. Dans les hôpitaux régionaux, à cause peut-être de la non-disponibilité des vénoglobulines, le plus souvent, ils seront adressés au CHU, mais peut-être que certains malades sont gardés dans les hôpitaux régionaux. Pour ce qui est de la fréquence des anévrismes anormalement élevée dans notre série, c'est à cause d'un retard diagnostique évident, puisque déjà les 45 sont venus après un délai de fièvre supérieur à 10 jours, à cause aussi des formes incomplètes et atypiques, puisqu'il y avait une corrélation. Et par contre, la disponibilité des vénoglobulines, on ne peut pas se plaindre jusqu'à l'heure actuelle. Elles sont disponibles, difficilement, mais disponibles dans la plupart des établissements publics. J'espère que ça pourrait perdurer. Les protocoles thérapeutiques étaient variables et surtout en cas de résistance aux vénoglobulines. Par exemple, les corticoïdes, on a trouvé de tout, et les bolis, et les 2 mg kg, et les 1 mg kg, et les 7 jours, et jusqu'à disparition du syndrome inflammatoire, et les 15 jours, et les 21 jours. Donc, il y avait un peu de tout. Donc, le clinicien, son rôle d'aider, c'est dans la reconnaissance des formes incomplètes et atypiques. Et là, on recommande bien évidemment les recommandations de l'Association américaine de cardiologie. Il faut renforcer la collaboration multidisciplinaire entre pédiatres et cardiopédiatres, les médecins du privé, du secteur public, de première ligne. Et surtout, il faut standardiser la prise en charge des patients et c'est urgent d'avoir des référentiels qui tiennent compte des bénéfices et coûts des différents traitements. Et à mon avis, ça doit passer par un centre de référence, la création d'un centre de référence et d'un registre national. Et je vous remercie.